Bonjour à tous, je suis Rémi Saunier, interne en médecine générale à Nantes. Je suis chargé de mission droit des internes à l'ISNAR-IMG et aussi trésorier de l'association de moyens de l'ISNAR-IMG, qui est l'association qui s'occupe de financer ce congrès. Merci d'être venu assister à cette session de droit des internes. L'idée de cette session n'est pas de vous faire un cours magistral sur vos droits plus ou moins connus, mais d'avoir une interaction et de répondre directement aux questions que vous pourriez avoir sur vos droits, sur l'actualité politique, sur l'activité de l'ISNAR-IMG ou éventuellement sur l'internat de façon plus large. Pour cela, j'ai avec moi 3 internes qui vont se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Manon Perravernet, interne de médecine générale à Bordeaux. Je suis également chargée de mission droit des internes pour l'ISNAR-IMG. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Lamour, interne en 3e semestre dans la superbe division de Rouen et actuellement chargé de mission vie du réseau à l'ISNAR-IMG. Ne vous inquiétez pas si vous me voyez scroller sur mon téléphone pendant toute la session, je ne suis pas sur Instagram, je suis en train de checker vos réponses au questionnaire que vous explicitera Rémi tout à l'heure. Et moi, je suis Pierre-Alexandre Lecomte, je suis porte-parole de l'ISNAR-IMG. Je suis interne de 5e semestre dans la subdivision de Poitiers actuellement à Angoulême. Et on va répondre à vos questions. Alors, c'est vraiment un truc vivant, hein, donc on va essayer. Il y a de la lumière, mais vous avez 2 options pour poser des questions. Tu lui réexpliques Tu réexpliques comment on pose des questions après? Non, tu vois. Ok. C'est un truc vivant, donc si on arrive à voir que vous levez la main, on vous amènera un micro. Et sinon, vous allez avoir un petit QR code, ça c'est moi, sur toute la diapo pour pouvoir poser vos questions en ligne. Et Maxime se fera un plaisir de nous les retransmettre. Le QR code, c'est le même du début de la présentation jusqu'à la fin. Donc vous pouvez le scanner à tout moment. Ça vous envoie vers un petit G-Form et moi j'ai les réponses en direct. Voilà. Donc effectivement, on vous a expliqué le QR code qui sera disponible sur toutes les diapos, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous avez des questions après la session, il y a toujours l'adresse email contact@isnar-img.com. Vous avez aussi vos syndicats locaux en référent. Donc, au niveau du droit des internes, il faut savoir qu'on est soumis à 2 codes. Nous sommes des étudiants en 3e cycle des études de médecine, nous sommes aussi des agents de la fonction publique hospitalière. Nous sommes donc soumis au code de l'éducation, mais aussi au code de la santé publique. Les salariés, eux, sont soumis au code du travail. Les internes ne sont pas des salariés. Ils ne sont pas soumis au code du travail. On voit souvent passer des références sur Facebook, comme quoi, dans le code du travail, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, ça ne nous touche pas, en fait, vu qu'on n'est pas dans le code du travail. Et le fait qu'on soit dans le code de l'éducation et dans le code de la santé publique, ça nous dessert souvent parce qu'au niveau des autorités, ils vont en profiter de prendre un code ou l'autre code pour diminuer nos droits, tout simplement. Donc, comment ça se passe au niveau du toujours droit des internes? On est donc on est dans le droit public, il y a le droit privé et le droit public. Le droit privé, donc c'est tout ce qui est entreprise, tout ce qui est CDI, CDD, tout ça. Au niveau du droit public, vous avez donc les personnes qui sont statutaires et non statutaires. Statutaire, non statutaire, qu'est-ce que ça veut dire? Statutaire, c'est qu'il y a un statut au niveau du droit public. Les internes ont un statut, ils sont donc statutaires. Ensuite, vous avez les personnes qui sont titulaires et non titulaires. Les personnes titulaires, ce sont les fonctionnaires à proprement parler. Les personnes non titulaires, ce sont les autres. On est non titulaires, et donc, comme vous pouvez voir, nous sommes ici au même titre que des praticiens hospitaliers ou d'autres personnes. Une chose importante, tu veux la faire ou... Ok. Une chose importante à savoir, donc c'est la hiérarchie des normes. Vous allez en entendre parler un petit peu pendant le congrès. Donc, qu'est-ce qu'on entend par hiérarchie des normes? Vous êtes au courant, il y a des lois, il y a la Constitution, il y a tout ça, il y a des conventions. Et donc, en fait, tous ces textes n'ont pas le même poids juridique. La Constitution, c'est un peu le sommet de la pyramide, c'est vraiment tout ce qui est au-dessus. Vous avez donc la Constitution, en dessous, vous avez tout ce qui est convention. Les conventions, ça va être tout ce qui va être traités internationaux, les conventions entre différents pays éventuellement, mais surtout le droit européen qui nous intéresse ici.
Et en dessous de ça, vous avez le bloc législatif. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, tout ce qui est au niveau européen, tout ce qui est voté au niveau loi européenne, va devoir s'appliquer en France. Ensuite, vous avez tout ce qui est principes généraux du droit et le bloc réglementaire. Le bloc réglementaire, c'est tout ce qui est décrets, arrêtés, circulaires. Les décrets, les arrêtés, ce sont ce que les premiers ministres ou le président ou des ministres peuvent donner comme texte. Ça n'a pas force de loi, c'est-à-dire que si ça va au contraire d'une loi qui existe déjà, ça ne peut pas s'appliquer. Le décret est nul ou l'arrêté est nul. Les circulaires, c'est plutôt des circulaires type de la DGOS qui vont nous expliquer des textes de loi, ou des décrets, des arrêtés, parce que souvent, les textes de loi sont imbitables. La différence entre un décret et une loi, c'est qu'une loi, c'est très très long. Le parcours d'une loi, c'est très long. Ça passe à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. S'ils ne sont pas d'accord, on fait une navette parlementaire. S'ils ne sont pas d'accord, il y a une commission mixte paritaire. Ça peut prendre des mois, voire des années. Les décrets et les arrêtés, c'est assez simple. C'est globalement, on se met d'accord sur un texte et puis on précise la loi. Généralement, c'est quand même souvent ça. Voilà. Donc là, on a vu tout ça. J'aurais une petite question dans l'Assemblée. On a souvent des règlements intérieurs dans les hôpitaux. Est-ce que vous savez à peu près où ça va se placer, là? À votre avis, si on devait le placer? Vous le placeriez au niveau des blocs législatifs, principe du droit, juste en levant la main? Bloc réglementaire? Ouais. Ou en dessous de ça? Ok. Effectivement, tout ce qui est administratif divers, donc tout ce qui va être règlement intérieur, tout ce qui va être directive, en fait, ça se place tout en dessous de ça. Donc, concrètement, si dans vos CHU, le règlement intérieur vous interdit de poser plus de 15 jours de vacances sur un semestre d'hiver, bah, dans la loi, c'est pas ça. Donc, en fait, le règlement intérieur, on s'en fiche. Et vous pouvez leur renvoyer le texte de la loi en leur disant que votre règlement intérieur, bah, en fait, vous le mettez où vous voulez. Le décompte du temps de travail s'organise selon deux modalités, un décompte en demi-journée et un décompte en temps hebdomadaire. En effet, comme vu précédemment, nous sommes soumis au droit français et au droit européen. Le droit français réalise un décompte en demi-journée et le droit européen en temps hebdomadaire. Ainsi, ces deux modalités sont à respecter. Oui, effectivement, là, si on peut, comme Manon vient de l'expliquer, au niveau du droit français, on décompte uniquement en demi-journée. Vous ne trouverez absolument pas dans les textes de loi une quelconque référence à une durée de ces demi-journées. Donc techniquement, si les hôpitaux voulaient faire durer les demi-journées de, je sais pas, de midi à 21h, ils auraient le droit. Ce qui nous sauve un petit peu là-dessus, c'est effectivement la réglementation européenne qui impose pour tout travailleur 48 heures maximum par semaine. Ce qui fait que techniquement les demi-journées ne vont pas pouvoir s'étendre ad vitam. Et pour le coup, il faut quand même saluer le fait que l'Europe impose à la France ceci. Et c'est grâce au droit européen qu'on a pu porter plainte contre tous les CHU de France, avec la FNCIPBM et l'ISNI. Alors, on a gagné dans 3 CHU, en l'occurrence, et dans les autres, ils nous ont renvoyé le fait qu'on était des syndicats nationaux et pas des syndicats locaux, et que du coup, on ne pouvait pas porter la voix on ne pouvait pas porter atteinte aux CHU locaux. Mais voilà, donc je pense que vous êtes tous au courant de la situation de vos CHU actuels. Soit vous avez gagné et c'est pas mis en place, soit il y a eu des discussions avec les CHU, soit c'est encore en cours. Mais voilà, c'est grâce au droit européen et pas du tout grâce au droit français. Les obligations de service sont définies par 10 demi-journées par semaine et 48 heures maximum par semaine lissées sur 3 mois. Par
3 mois, on entend 3 mois non glissants, donc les 3 premiers mois de stage, puis les 3 derniers. Ce décompte comprend 8 demi-journées de stage par semaine, comptant dans les 48 heures, une demi-journée de formation universitaire par semaine, comptant également dans les 48 heures, et enfin une demi-journée de formation en autonomie par semaine qui ne compte pas dans les 48 heures. Durant cette demi-journée, vous n'avez pas à justifier de votre temps. Si vous voulez aller faire du karting ou de l'aquabike ou que sais-je, vous avez le droit. J'ai une question sur le formulaire par rapport au temps de travail. Est-ce que je suis couvert si je cumule plus de 48 heures de travail par semaine volontairement en ajoutant des gardes dans un autre CH ? Alors déjà, si tu fais des gardes dans un autre CH et que tu trouves le temps de le faire, bravo. Je ne sais pas qui a posé la question, mais voilà. Est-ce que tu es couvert au-dessus des 48 heures? Je pense que tu ne vas pas être couvert du tout. Tu dépasses le temps réglementaire en fait, des 48 heures. Merci. Les obligations de service comprennent les 8 demi-journées de stage qui sont réalisées sous la responsabilité du ou de la responsable de stage. Ces demi-journées peuvent être réparties du lundi matin au samedi midi, ce qui fait un total de 11 demi-journées ouvrables par semaine. Notre astuce pour les week-ends de 3 jours est de prendre un lundi plutôt qu'un vendredi. En effet, si vous prenez votre vendredi, vous serez obligé de poser 2 jours de congé annuel, le vendredi et le samedi. Est-ce que je peux t'interrompre pour une question ? Oui, concernant les demi-journées, du coup, j'imagine que le temps de garde compte dans les demi-journées. Moi, une problématique que je rencontre parfois au local, je suis représentante de Reims au niveau local, c'est des internes qui ont des gardes, notamment le samedi et le dimanche, et donc le repos compensatoire le lendemain ne compense pas le nombre de demi-journées travaillées, puisqu'un dimanche, c'est 4 demi-journées avec la nuit, et qu'on a un repos de 2 demi-journées le lundi. Et ça arrive très fréquemment qu'on doive se bagarrer un petit peu avec les services qui ne l'entendent pas forcément de cette oreille et qui inventent un peu des règles à leur sauce, avec des services qui ont un maximum de 5 journées de récupération de garde. Et puis si vous faites plus de temps de garde que 5 journées de repos, tant pis pour vous. Et c'est assez flou pour les internes et au niveau local quand on doit discuter avec les services et la dame. Merci pour ta question. Je vais répondre, je suis à côté encore. Non, ça ne veut pas. Si. Il y a un truc qui est en dessous des règlements intérieurs, c'est les règlements de service qui n'ont aucune légitimité. Il faut apporter une nuance, c'est que c'est 8 demi-journées mais lissées sur 3 mois. Et on en parle juste après, pour avoir un vue objective, il y a des outils qui vous permettent justement qui sont opposables. La dame est censée les remplir et obligée de les recevoir et d'agir en conséquence. Mais on y revient juste après, comme ça on te montrera l'outil. Donc, comme a commencé à le dire Pierre-Alexandre, afin de suivre au mieux votre temps de travail, vos CH et CHU ont l'obligation depuis 2015 de mettre en place un outil permettant de comptabiliser votre temps de travail. Ce dernier doit être arrêté mensuellement avant le 20 du mois précédent. Ils doivent également vous fournir les relevés mensuels et trimestriels de vos obligations de service avant le 5 du mois suivant. Si celles-ci excèdent les 8 demi-journées de stage et les 2 demi-journées de formation, alors cela vous donne droit à des récupérations appelées repos compensateurs. Il faut malheureusement souvent se battre pour y avoir le droit. Sur notre site internet, vous trouverez dans l'onglet « Suivi du temps de travail » notre tableau de service. Nous vous invitons à le remplir. C'est ça l'outil dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez le remplir, c'est un tableau Excel qui est bien fait. Vous dites quand est-ce que vous travaillez, quand est-ce que vous ne travaillez pas.
quand est-ce que vous étiez en formation universitaire, en formation personnelle, quand est-ce que vous étiez en vacances, et du coup ça vous fait vraiment un tableau où à la fin on résume combien de jours tu as le droit, etc. Moi j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps quand j'étais en stage de gériatrie et j'ai pu aller voir ma directrice, ma chef de service avec ce tableau-là pour lui dire bon bah là si on prend en compte ce tableau-là, je suis pas là pendant les 2 semaines de stage qui restent. Bon voilà. Donc non, c'est opposable et si vous l'envoyez à la dame, normalement ils sont censés agir auprès des chefs de service pour que ce soit appliqué. Effectivement, comme vient de le dire Pierre-Alexandre, en fait, la puissance de ce tableau qu'on vous fournit sur le site de l'ISNAR-IMG, c'est qu'il décompte exactement le nombre de jours de repos compensateur auquel vous avez le droit, combien vous avez travaillé, ce genre de choses. Et comme l'avait expliqué Manon juste avant, normalement les services doivent avant le 20 du mois arrêter les tableaux prévisionnels et après avant le 5 du mois suivant les tableaux définitifs. Et ils le font jamais. Moi, depuis que je suis en stage, je n'ai jamais eu ce cas-là. Je ne sais pas pour vous. Et donc, au final, quand on dit, bah là, on est quand même vraiment au-dessus de ce qu'on doit travailler, on arrive avec le tableau qu'on vous fournit et on leur dit, bah voilà, nous, voilà ce qu'on vous montre, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez à opposer? Et eux, ils n'ont rien parce qu'en fait, bah, ils le font pas. Et du coup, en fait, ils se couchent souvent. Okay. Ensuite, parlons des gardes. Donc, le service de garde normal comprend 4 gardes de semaine plus une garde de week-end ou jour férié par mois. Toute garde supplémentaire est considérée et rémunérée comme telle. Le service de garde de semaine débute en théorie à 18h30 le soir et se termine le lendemain matin à 8h30. Pour les dimanches et jours fériés, il y a 2 services de garde. Un commençant à 8h30 et se terminant à 18h30, puis un second de 18h30 à 8h30 le lendemain. Le samedi après-midi est donc systématiquement considéré comme une demi-garde supplémentaire. Pour qu'une ligne de garde soit ouverte, elle doit compter au minimum 6 internes. Cependant, il y a une petite subtilité. Cela n'a pas forcément à être 6 internes, cela peut être 6 personnes, donc 2 internes et 4 chefs, ça marche aussi. Tout travail effectué après 21h est considéré comme du travail de nuit. Et tout travail de nuit doit être suivi d'un repos de sécurité de 11 heures qui doit être pris immédiatement à la suite de votre garde ou demi-garde. Je vais juste faire un petit ajout sur les 21h, sur l'histoire des 21h. Je vous parlais au tout début, on est soumis au code de la santé publique et au code de l'éducation. Le fait que du travail de nuit après 21h, tout ce qui est travail après 21h soit considéré comme du travail de nuit, c'est du code du travail, et ça. Et je vous disais au tout début pourquoi on n'est pas soumis au code du travail, du coup pourquoi ça s'applique ici. En fait, le travail de nuit après 21h, ça fait référence à ce que je vous ai expliqué aussi au début, une circulaire de la DGOS qui a très clairement mis noir sur blanc que tout travail après 21h pour les internes, c'est considéré comme du travail de nuit, au même titre que pour un travailleur qui n'est pas interne. Donc, on bénéficie à ce titre un peu du code du travail. Avant qu'on passe à la rémunération, il y a une question qui t'est adressée, PA. Et du coup, est-ce que tu as dû aller en stage pendant ces 2 semaines? Alors, pas pendant les 2 semaines. Du coup, j'ai réussi à récupérer une des 2 semaines. Et par contre, pour être tout à fait honnête, la semaine où j'étais là encore, c'est mal passé. Parce qu'on me l'a fait payer, comme on dit. Donc voilà, donc c'est hyper important de se faire accompagner. Moi, c'était sur la fin du stage, donc j'ai juste supporté. Mais
Mais voilà, c'est hyper important de se faire accompagner. Vous avez tous et toutes des syndicats locaux qui sont là pour vous accompagner, surtout quand il y a des situations qui se passent mal en stage. Il y a des extractions de stage qui sont complètement possibles, qui se font. Vous avez des lignes d'écoute. Donc si ça se passe mal, il ne faut absolument pas hésiter. Il ne faut pas que faire respecter son droit devienne... on pâtisse du fait de faire respecter son droit. Voilà. Et si vous le faites, et ben finalement ça se passera probablement mieux pour les autres. Et je continue sur mon petit exemple, même si c'est pas très pertinent forcément, mais ça s'est beaucoup mieux passé au semestre d'après, ça a été beaucoup plus respecté, notamment sur le fait que quand on était de garde le samedi dans ce stage-là, et ben ils nous considéraient que ça nous faisait pas de temps de travail pour le service, et on était là les 5 jours quand même d'avant et les 5 jours d'après. Et après que j'ai poussé ma petite gueulante, et ben ceux d'après ont bénéficié de ces jours de repos. Donc voilà, il y a une demi-mesure à avoir, il ne faut pas que ça vous rende la situation catastrophique, hein, bien sûr, mais vous pouvez être accompagné et ça a toujours un intérêt, que ce soit pour vous ou pour ceux qui viendront après. Oui, il y a une question. Non, on t'entend pas. C'est en régie qui doivent l'allumer. J'ai une petite question concernant les gardes et repos de garde. Je pense que c'est déjà arrivé dans toutes les subdivisions qu'un interne ne puisse pas venir à sa garde parce qu'il est malade ou autre. Donc il faut désigner, tirer au sort, réquisitionner, un autre interne pour la nuit. Sur Reims, on a déjà été embêté sur un... Non, en fait, quelqu'un faisait la journée, c'était un dimanche, quelqu'un faisait la journée, c'était un autre interne la nuit. L'interne de nuit ne pouvait pas venir. Et l'interne qui faisait la journée était en congé posé à partir du lendemain. Et la question qui s'était posée, c'était est-ce qu'on peut imposer à cet interne qui techniquement est en congé à partir de minuit, puisque le lendemain, ça commence à partir de minuit, de rester. Est-ce qu'il est éligible à rester, à être tiré au sort, à être obligé par le directeur de garde à assurer cette garde? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'à minuit, on considère que l'interne est en congé et qu'il est, entre guillemets, immunisé, ou comment ça se passe? Ouais. On en reparlera un petit peu après. C'est un peu aussi comme pour le droit de grève avec tout ce qui est histoire d'assignation, de réquisition. Là, ton cas, il est un petit peu complexe. L'idée, c'est que déjà, en fait, au niveau des vacances, on n'est pas forcément en vacances à partir de minuit pile. On est en vacances techniquement à partir de quand le lieu de travail ouvre. Pour les internes, on pourrait considérer que c'est 8 heures. Donc déjà, ils peuvent jouer là-dessus. Dans le cas de l'interne dont tu nous parles, même si c'est un peu des raclures, il faut le dire, ils ont le droit de le faire. Et derrière, de dire, du coup, maintenant, tu es en vacances, merci, quoi. Et de dire, en fait, finalement, ton repos compensateur, tes repos de sécurité sont sur tes vacances. Si jamais ça arrive à l'interne comme ça, de se faire assigner en premier recours, il n'aura pas le temps de faire un référé. Moi, je serai à sa place, j'essaierai de négocier quand même avec la dame en lui disant du coup, vous me récupérez une journée de vacances, quoi, parce que... Ce serait le grand minimum de récupérer ces journées de vacances, effectivement. Tu veux rajouter d'autres trucs? Non, c'était pour compléter aussi, pour dire, ça dépend s'il a été assigné, réquisitionné. C'est difficile à dire, mais effectivement, c'est juste, ils auraient pu assigner n'importe qui d'autre. Et d'ailleurs, on y revient après, mais s'ils doivent assigner, l'interne, c'est en dernier recours. Mais vas-y, je t'en prie. Ouais, effectivement, on va y revenir vers la fin, à tout ça. Donc ensuite, on voulait aborder tout ce qui est ce qui intéresse souvent les internes. On a souvent des questions là-dessus l'été pour les gens qui vont rentrer en internat, c'est toutes les questions de rémunération. Donc on a essayé d'être assez exhaustif. L'idée, c'est qu'on va répartir, on va essayer de vous expliquer ça de façon claire. Donc on a un traitement de base mensuel. Donc comme vous pouvez voir, on a inclus toutes les années, y compris l'infâme 4A. Comme vous pouvez voir, au niveau de la 4A, au niveau du traitement de base mensuel, l'évolution par rapport à la 3e année, elle est ridicule. En première et 2e année, on a une évolution qui est quand même pas énorme, mais qui est
plus important qu'entre la troisième et la quatrième année. Et entre la deuxième et la troisième année, on a une grosse évolution. Je vous expliquerai ça dans quelques secondes. C'est parce qu'en fait, le traitement de base mensuel est plus bas en deuxième année et en première année parce qu'on a une prime qu'on n'a plus à partir de la troisième année. Tous les chiffres que je vous donne là, ce sont des chiffres bruts. Ce n'est pas ce que vous allez recevoir au final sur votre compte courant. Et donc, comme je vous en parlais, pourquoi c'est plus bas en première et deuxième année, et puis ensuite il y a un gap avec la troisième année, c'est parce qu'en fait, sur les 2 premières années, on a une indemnité de suggestion mensuelle. Cette indemnité n'existe plus sur les années d'après. Ne me demandez pas pourquoi. L'idée, c'est que du coup, finalement, si on fait les calculs, les évolutions de salaire entre votre première année et votre dernière année, elles n'existent pas. Il y a quand même, au niveau de toute activité salariée, c'est quand même assez rare pour être souligné. Quand vous êtes en SASPAS, uniquement le stage de SASPAS, vous avez en plus une prime de responsabilité mensuelle de 125 €. Ça, c'est parce que, donc avant le SASPAS, c'était un de vos 2 derniers stages dans votre maquette. Et donc vous aviez une responsabilisation, entre guillemets, sur les prescriptions que vous faisiez, même si elles sont quand même soumises à, comment on pourrait dire, à l'approbation de votre maître de stage. Et donc, sur la quatrième année, on a réussi à avoir... En fait, la prime d'autonomie supervisée existait déjà pour les autres docteurs juniors. Nous, sur les textes de loi, quand on les a regardés paraître, on la voyait apparaître nulle part, en fait, cette prime d'autonomie supervisée. Vu comment c'est très bien organisé pour la mise en place de la 4A, on s'est dit à tous les coups, ils n'y ont même pas pensé et on ne va pas y avoir droit. Donc on a fait une demande, parce que c'est ce qu'on fait aussi souvent à l'ISNAR-IMG, on fait des demandes à la DGOS en leur demandant concrètement, voilà, là on a une crainte, c'est qu'en fait la prime d'autonomie supervisée, on la voit apparaître nulle part. Est-ce qu'on va y avoir le droit, nous en tant que docteur junior, de médecine générale? Nous avons répondu oui. Donc, c'est bon, on a pu sécuriser ça. On est content. Parce qu'au final, la prime forfaitaire à l'activité, comme vous pouvez voir, c'est une offre soumise à condition. Je ne sais pas si vous connaissez les conditions, mais ça fait rire un petit peu quand même. Donc, vous avez 500 € par semestre, ça fait à peu près 80 € par mois. Si vous faites plus de 200 actes par mois, ça vous fait 40 centimes la consultation. Voilà. Bon, d'autres indemnités qui sont un peu moindres, mais qui sont souvent oubliées aussi sur les fiches de paie. Donc ça, je vous invite à bien regarder vos fiches de paie, surtout si vous n'êtes pas à l'internat et si vous n'avez pas accès au self. Parce que les dames, souvent, vous les font sauter par réflexe pavlovien, on va dire. Donc vous avez une prime, si vous êtes non logé, non nourri, vous avez normalement une indemnité, donc environ 84 € de plus par mois. C'est toujours ça de prix. Si vous êtes uniquement nourri, c'est-à-dire que vous avez accès à un self mais que vous n'êtes pas à l'internat, c'est 28 € de plus. Et à l'inverse, si vous êtes à l'internat sans accès au self, c'est 56 €. Vraiment vérifiez bien ça parce que moi souvent dans la subdivision, donc moi je viens de Nantes, souvent dans notre subdivision, ceux qui sont au CHU et qui sont pas forcément sur le site du CHU n'ont pas accès au self et sont souvent pas du tout à l'internat à Nantes et ça saute très souvent parce que pour la dame de Nantes, c'est des internes, ils sont au CHU donc ils ont accès au self et ils sont forcément à l'internat. Alors que l'internat à Nantes au CHU même, il y a je crois 10 lits. Donc clairement, tout le monde n'est pas à l'internat de Nantes. Est-ce que tu peux revenir sur la prime d'autonomie? Il y a une petite question. Ouais. Quelqu'un qui se demande concrètement cette prime d'autonomie, qui la perçoit? Est-ce que c'est l'interne ou est-ce que c'est le MSU? Ah non. Alors là, clairement, la prime d'autonomie, c'est nous. C'est pas le MSU. Donc, c'est une prime qui est en brut, hein, c'est 417 € brut, mais c'est nous, ça c'est sûr et certain. Et vous voyez que c'est bien pensé parce que 417 € de prime d'autonomie plus 83 € de prime à l'activité, et ben ça arrive pile à 500.
Ils ont bien réfléchi au ministère. Il y a une autre question dans la salle, vas-y, dis-nous. Oui, c'était sur les indemnités non nourries, non logées, etc. Un interne qui est sur 2 terrains de stage, exemple, je fais 2 jours au CHU et 2 jours à 1 heure du CHU et donc je n'ai pas de self. Comment ça se passe? Est-ce qu'il est considéré nourri parce que 2 jours sur 4 il a accès au self? Est-ce que c'est proportionnel à son emploi du temps de stage? Est-ce que la loi l'encadre ou est-ce que c'est la dame qui décide? Je t'avoue que c'est une bonne question. Je ne crois pas que sur les textes qui donnent ça, il y ait une notion de proportionnalité par rapport au temps de stage que tu fais. Concrètement, pour te répondre de façon certaine, il faudrait que je les relise. Mais vraiment, je pense qu'il n'y en a pas. Et là, ça va être un jeu avec la dame en leur disant soyez sympa, quoi. Et en général, ils ne sont pas sympas. Donc je pense que ça va sauter à partir du moment où tu as accès au self 1 jour par semaine, quoi. Donc, Déjà, bravo pour ta question, parce qu'il a passé une nuit blanche sur les J-France à essayer de trouver une réponse. Mais ouais, globalement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que, en fait, à partir du moment où tu dis je veux manger au self, ils considèrent que tu peux manger au self et donc ils te font retirer ils te retirent la prime, puisque. Ça, du coup, on en avait déjà parlé, mais nous, à Reims, par exemple, au CHU, on ne peut pas dire je veux ou je ne veux pas manger au self. Il y a un self, vous ne voulez pas y manger, tant pis, nous, on a besoin de financer le CHU, donc on prélève tout le monde parce que vous y avez accès. Donc nous, même si ils considèrent que le self est là, donc on ne peut pas dire qu'on ne l'utilise pas. ça vaudrait le coup de voir avec le syndicat, du coup, pour pousser un petit peu là-dessus, mais pousser fort, quoi. C'est moi le syndicat. Ouais, mais Alors, pour sa défense, elle m'a posé la question par mail, et c'est dans ma boîte à questions que j'ai pas eu le temps de faire, mais on regardera et puis on te redira. Parce que là, je pense que... Ça a été discuté avec la fac, le CHU, etc. Ils ont toujours plein de bonnes réponses. On mettra des frigos avec des badges dans 25 ans quand on aura le temps, et puis on en reparle d'ici là. Mais je pense qu'on doit pouvoir trouver une jurisprudence qui dit que l'employeur ne peut pas imposer à un employé de manger sur place. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer. Et maintenant, il est à 2 nuits blanches sur les J-France. Vas-y. Moi, c'est par rapport à la prime des actes, là, les 200 actes par mois. Si je calcule sur 4 jours, on est d'accord que ça fait 12,5 d'actes par jour, là. Mais si on fait partie des chanceux, entre guillemets, parce qu'ils nous ont fait comprendre que ça n'arrivera certainement pas, qui auront la 4e journée d'observation, en fait, qui compte les 200 actes? Parce que du coup, est-ce que c'est sur 4 jours? Est-ce que c'est sur 3 jours? Est-ce qu'on compte les congés? Enfin, qui va compter les 200 actes? Alors, je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit. C'est quoi cette histoire de 4e journée que tu n'auras pas, là? Alors, la 4e journée territoriale de la 4A. Ouais. Comme là, on peut faire 3, quand ça se passe, on fait 3 jours de stage et 1 jour en stage satellite. Pas tous, hein. Là, c'est l'équivalent. Ouais, tu as raison. Il y a 3 jours de stage. On laisse la possibilité aux gens de faire un stage satellite. Ça va dépendre des subdivisions, mais la 4e journée, ça va dépendre du MSU qui est affilié. Et c'est lui qui devra trouver sa journée territoriale, au moins au début. Ça mérite d'être une question à 10 minutes, de 5 minutes en elle-même, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec le CNGE. Mais en tout cas, ouais. Donc, effectivement, tu as raison. Donc, c'est 200 actes sur le mois. Que tu fasses 3 jours ou 4 jours dans ton cabinet, c'est 200 actes pareils. Et qui est-ce qui compte? C'est la Caisse nationale d'assurance maladie, puisque tu auras une carte CPS spécifique à l'interne qui comptabilisera tes actes. Mais du coup, il y a moyen de faire remonter cette incohérence ou pas, de compter 200 actes sur 3 ou sur 4 jours? Ça ne changera, Ok. ça bouge pas. Ok, merci. Pour apporter une petite nuance par rapport à cette 4e journée, il faut bien garder à l'esprit que c'est très local dépendant. Ça peut être apporté par le MSU, mais ça peut être tout à fait ailleurs.
Dans certaines subdivisions, par exemple, l'interne doit arriver de manière proactive avec son projet professionnel, donc avec une quatrième journée, qui soit cohérente avec le projet qu'il veut mener. Si tu veux faire de la PMI, c'est à toi d'aller démarcher des services de PMI pour potentiellement apporter, clairement te faire pistonner à l'endroit où tu souhaites effectuer ton stage. Complètement. Puisqu'on a approfondi la question, je complète aussi. Mais en fait, au début, soit dès maintenant, tu as déjà ton projet professionnel, tu sais déjà quel médecin tu veux aller voir, avec qui tu veux faire ton DJ, etc. Et dans ce cas-là, tu vas le voir, et avec le big matching, normalement, vous pouvez vous accorder pour être ensemble. Et dans ce cas-là, il faut le voir, il faut aller faire... alors, pour le moment, encore une fois, c'est ce que veut faire le CNGE. Pour le moment, on n'a pas encore les commissions d'agrément, donc de toute façon, c'est beaucoup de si. Mais donc, tu vas voir ton maître de stage, tu lui dis, moi j'aimerais bien faire à la PMI, tu vas faire agréer la PMI pour les 4e années, et ils se couplent ensemble. Et comme ça, sur le big matching, ils sont couplés. Voilà. Soit vous savez déjà avec quel maître de stage vous voulez être, et dans ce cas-là, ça se fait comme ça. Soit vous ne savez pas, et dans ce cas-là, vous verrez le jour du big matching et vous aviserez. Soit il aura déjà une 4e journée territoriale, et dans ce cas-là, vous irez dans celle-ci. Soit il n'en a pas déjà, et dans ce cas-là, vous aurez la possibilité, au bout de 6 mois, de faire changer la 4e journée territoriale. J'écoute la question de ça. Je voulais juste ajouter un truc, parce qu'à Reims, le DMG est à fond là-dedans, on est hyper... voilà. Et je pense que ça va se passer à peu près pareil sur tous les DMG qui sont OK. Si quelqu'un veut faire ça, il faut aussi, parce qu'on fait tout notre stage, que tu vois avec ton MSU et la 4e journée, et que tu fasses toi-même ton planning. C'est-à-dire que tu dois dire au DMG, alors avec le MSU, on a dit que je serai en stage tel jour, tel jour, tel jour, et avec l'autre stage tel jour. Et en fait, tu donnes vraiment un stage complet au DMG qui a juste à dire « OK ». Voilà. Et il agrémente les deux en même temps, plutôt qu'un seul. Enfin bon, voilà. Pour le moment, encore une fois, c'est du si. Les commissions d'agrément n'ont pas commencé. On aura plus de nouvelles bien vite. On l'espère en tout cas. J'ai d'autres questions, si tu veux, avant de reprendre. Vas-y. Pour revenir un peu sur le respect du taux horaire. Alors, petit point de contexte. Aux urgences de mon CHU, la journée, je suis posté officiellement de 8h à 18h. Sauf que les internes de spé des étages, pour reprendre la suite, arrivent à 18h30 officiellement. Il y a donc une zone de flou sur cette demi-heure. Est-ce que je suis censé rester jusqu'à l'arrivée de l'autre interne? Est-ce que je suis assuré en restant 30 minutes de plus? Alors ça, en fait, c'est les organisations de services et les textes de loi. Techniquement, si tu restes 30 minutes de plus, tu vas t'assurer parce que tu ne vas pas dépasser les horaires de façon inadmissible. Et surtout, c'est une demande du service, donc n'importe comment, si tu restes 30 minutes de plus, que c'est le service qui est organisé comme ça, et que par malchance, tu fais une erreur dans ces 30 minutes, ils vont avoir beaucoup de mal à dire que c'est une faute détachable du service, tu vas être complètement couvert. Ouais. Et puis s'il y a une zone de flou, pourquoi, j'imagine que c'est pour ne pas dépasser les 48 heures sur le temps de travail. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup de discuter pour qu'il passe de 18h à 18h30 officiellement, parce que c'est une zone de flou qui est inutile et comme tu le dis, qui ouvre à pas mal de problématiques autres. Même si tu restes couverte par la responsabilité du service, mais voilà. Dernière question à propos des congés annuels. Mon chef de service veut nous imposer de poser une semaine sur le premier semestre pour ne pas poser la totalité des 5 semaines, seulement sur un seul des 2 semestres. Est-ce que je suis obligé de poser cette semaine que je ne veux pas? Réponse dans la salle. Les questions étaient vite répondues. Question pour vous. Ouais, donc la question elle est vite répondue. En fait, le texte de loi, au niveau des congés, on va y revenir de toute façon, vous avez 30 jours ouvrables par an, de novembre à novembre, et la seule limite que vous avez, c'est de pouvoir poser 24 jours en une seule fois, donc d'affilée. Passez ça, il n'y a absolument aucune autre limitation. Donc votre chef de service qui vous dit vous posez votre semaine là, vous lui dites non, et puis vous lui mettez le texte de loi sous les yeux, et puis après, s'il veut toujours pas, vous faites remonter ça par les syndicats, et ça va vite se passer ça.
Ah, il y a une question là-haut. Ouais. Gauche, ouais. Du coup, ma question, c'était sur la 4e année, les sous qu'on fait quand on consulte. Donc, nous, on a 20%, et le reste, c'est le MSU qui les a, ou comment ça se répartit en fait? Alors non, on n'a pas 20%. Dès qu'on fait une consultation avec son MSU, ce qui est acté maintenant, c'est par décret législatif, nous on touche notre salaire brut, comme on l'a montré, avec les primes qu'on a montrées. On touche rien sur la part à la consultation, hein. C'est le MSU qui récupère la part AMC. Donc si elle est à 9 euros, eh ben, il récupère 9 euros. Si vous avez fait un ECG, elle est à 12,50. Si vous avez une personne en ALD ou en C2S, eh ben, le MSU ne touche rien. Et donc voilà, le MSU est rémunéré comme ça, en plus des forfaits, pédagogie, etc. Mais il est rémunéré comme ça. Et sur les 21 euros qui restent pour une consultation de base, pour le moment, c'est la CNAM qui les récupère. À la base, ils avaient dit que ce serait au CHU, et maintenant ils disent qu'ils vont répartir un peu mieux que ça. Donc Ouais, on verra. Du coup, c'est pas du tout rentable pour un MSU de prendre un 4e année. Et on est Enfin, bien d'accord. c'est- Et c'est vu la- probablement c'est une des raisons pour lesquelles il s'engage peu et que le CNGE a annoncé son chiffre en décembre lors du congrès du CNGE de 58% de MSU recrutés. Donc on va pas, enfin c'est pas une FAQ 4A, on aura l'occasion d'en rediscuter demain de toute façon. Mais oui, c'est probablement une des raisons pour lesquelles les MSU s'engagent pas. Nous on milite du coup pour qu'il y ait des planchers, des plafonds et des assurances, notamment si on a un certain pourcentage de patientèle en ALD. De pourcentage de patientèle en ALD, on touche une rémunération de base. Si on a 50% d'ALD, eh ben, on touche. J'ai pas de chiffre à donner, mais voilà. Mais le MSU, enfin le DJJ ne touche rien sur la consultation en elle-même. Voilà. Ça a été, nous c'était notre demande, hein, à la base, avoir une part de base et puis une part AMC. Ça fait 3 ans et demi qu'on demande ça. Ce qui nous a été refusé. Et bon, voilà. Et là, il y a eu plein d'autres rebondissements, notamment dans le PLFSS. Mais si vous voulez faire l'historique, on a beaucoup d'informations sur notre page Insta. Normalement, globalement, on a tout expliqué au moment où ça s'est passé. Mais donc, je reviens pas forcément dessus. Je pense qu'on. Ouais. De toute façon, vous avez un flash actu là-dessus. Vous aurez un petit peu de rétrospective aussi. J'ai vu qu'il y avait une autre question là-bas. Juste là, ouais, droite. Ouais. On lui facilite pas la tâche. Allez, c'est bientôt. Ouais. J'avais une question, c'était un peu plus tôt sur le service de garde. Vous disiez que c'était 4 par mois, plus un dimanche ou jour férié. Si on a fait plus que ça, il y a une rémunération en plus ou juste on n'est pas censé faire plus? On va remonter dessus. Oui, il y a une rémunération qui est différente pour les gardes supplémentaires que pour les gardes du service de garde normal. C'est très peu. Je vais aborder les tarifications des gardes un peu plus tard en fait, sur les rémunérations. Mais globalement, quand tu dépasses effectivement tout ce qui est service de garde normal, donc 4 gardes de semaine par mois, plus une garde de week-end ou jour férié, tes gardes en fait sont revalorisés. Vous allez voir que la revalorisation, c'est pas non plus mirobolant, mais c'est toujours ça de prix quand on fait beaucoup de gardes. Ok, merci. J'ai une question aussi par rapport à la 4e année. Et en médecine générale, est-ce qu'on est obligé de la faire en libéral chez le praticien ou c'est possible de le faire dans un service hospitalier? Alors, elle est faite pour être en temps libéral, mais on a obtenu une dérogation sur projet professionnel où tu peux faire 6 mois en stage hospitalier, si c'est justifié par ton projet professionnel du coup. Et donc, il y a forcément 6 mois en ambulatoire. Et par contre, tu peux faire 6 mois en hospitalier si tu le justifies auprès du DMG. Ok, merci. Pour rebondir sur cette 4e année à l'hôpital, oui. Pour la prime forfaitaire à l'activité, dans l'éventualité d'une 4A à l'hôpital, est-ce que c'est possible? Et comment est-il possible qu'elle soit mise en place? Il n'y aura pas de prime forfaitaire à l'activité à l'hôpital.
parce que c'est pas, je pense techniquement pas possible. Enfin, en termes de la cotation est très différente à l'hôpital qu'en ambulatoire. Aucun des DJ hospitaliers déjà en place ne cote ses actes eux-mêmes. C'est l'hôpital qui les cote et du coup c'est difficile de savoir qui a fait quoi. Et donc voilà. On va avancer. Je ne sais pas si vous parlez après du temps de travail minimum pour valider un stage ou pas. Yes, on en parle après. Bien pré-shot. On avait préparé une diapo au cas où vous n'aviez pas assez de questions, mais du coup c'est bon. Donc, on avance un petit peu. Alors, les indemnités forfaitaires sont des indemnités auxquelles vous avez le droit lorsque vous êtes dans un stage qui n'est pas un stage en centre hospitalier. Par là, on entend tout ce qui va être les stages chez le Prat niveau 1, les stages ça se passe, et aussi parfois vous avez des stages pour certains en PMI. Par exemple, la PMI, et alors, souvent il faut se battre pour ça, mais la PMI en fait c'est pas de l'hospitalier, c'est plutôt de l'ambulatoire, vous avez le droit à ces indemnités forfaitaires. C'est souvent, les dames sont souvent réticentes à vous les fournir, parce que si vous avez, enfin vous pouvez cumuler 430 € là de plus sur votre fiche de paye et elles n'ont pas envie de les sortir, quoi. Ces indemnités forfaitaires ont des conditions. Celle de transport, c'est qu'il faut que vous soyez éloigné, enfin le lieu de stage doit être éloigné de plus de 15 km, soit du CH, soit de, enfin pas du CH d'ailleurs, de la fac, soit de votre domicile. Pour l'hébergement, il faut juste une attestation comme quoi, enfin sur l'honneur, comme quoi vous louez un logement à titre onéreux pour votre stage. Donc, concrètement, que si vous êtes en stage Prat, le Prat ne vous fournit pas de chambre. Et je vois qu'il y a une question là-bas. On va te faire parvenir un micro. Le temps que le micro monte, moi j'ai une question. Typiquement, moi il y a des gens qui sont logés par des communautés de communes, enfin voilà, et qui du coup ont des salaires par exemple inférieurs à ça, à 200, enfin qui sont à 200 €. Est-ce que je peux quand même toucher une indemnité hébergement? Alors, répète-moi ta question. Bon, sinon, on écoute la question dans l'Assemblée. Hein. Moi, je paye 200 € mon loyer parce que je suis logé par Angoulême, par la ville d'Angoulême. Est-ce que je peux toucher une indemnité d'hébergement de 300 €? Et dans ce cas-là, je gagne de l'argent en vivant? Ouais, alors là, techniquement, en fait, donc ce que je disais, c'est que vous avez un logement à titre onéreux. Normalement, l'autre condition aussi, c'est que vous n'avez pas d'autres subventions pour votre logement. Donc souvent, effectivement, vous avez des villes qui vous proposent des logements à tarif compétitif, si on peut dire. Et donc techniquement, vous n'aurez pas le droit à cette indemnité forfaitaire d'hébergement. Maintenant, vous pouvez toujours te la demander et on ne sait jamais, ça peut passer, quoi. Moi, c'est pas passé. Est-ce qu'il marche? Oui, ok. Du coup, on a dans notre subdivision les stages mère-enfant et on a un stage donc, au CHU qui est couplé avec un stage en PMI une fois par semaine qui s'avère être assez éloigné du CHU à plus de 40 km. Est-ce que du coup, les internes qui sont placés sur ce terrain de stage peuvent toucher des indemnités de transport ou d'hébergement, sachant que c'est un jour semaine? Donc là, en fait, ton stage principal, il est sur le centre hospitalier et une journée par semaine, tu es éloigné, quoi. Ouais. C'est ça. À mon avis, ils ne vont pas y avoir droit parce que le stage va être considéré comme un stage hospitalier. Maintenant, toute la question, c'est que quand tu es un jour par semaine sur un autre site, faut voir après sur les histoires d'assurance automobile, par contre. Je pense que ça doit pouvoir passer sur les trajets domicile-travail, si c'est régulier. Mais là, pour le coup, il faudrait que j'aille creuser la question parce que souvent, on a des stages, par exemple, chez SOS, ou quand vous êtes en SASPAS, votre praticien peut vous dire « Tiens, on va faire une visite à domicile chez Madame Michu ». Il faut savoir que si vous faites ça, vous n'êtes pas couvert au niveau automobile. Hein. Sur vos assurances automobiles, vous avez différents niveaux d'assurance, si on peut dire. Vous avez le loisir, vous avez le loisir plus domicile-travail, et vous avez le professionnel. Quand vous faites en tant que médecin des visites à domicile, c'est du professionnel. Et donc en tant qu'interne, si votre maître de stage ou si votre
lieu de stage vous demande de faire des visites à domicile, par exemple, on n'est plus sur des domiciles travail professionnel. On passe sur du professionnel pur. Il faut le déclarer à l'assurance. Ça, c'est hyper important parce que en cas d'accident, vous n'allez pas être couvert. Et en réalité, plutôt que de payer une assurance un petit peu plus chère, parce que les assurances professionnelles pures sont plus chères, là, vous dites à votre lieu de stage, bah, ok, moi je veux bien, mais vous me prêtez une voiture. Enfin, vous me trouvez une solution parce que moi, je ne suis pas assuré pour ça et j'irai pas. Moi, je pense que ça se tente et qu'on peut l'avoir aussi, l'indemnité formateur. Voilà. Je sais de quelle subdivision tu viens. Je vois le président de l'ancien président de la même subdivision qui me dit qu'il l'a déjà eu, qui me fait des grands oui de la tête. Donc, je pense que c'est faisable. L'indemnité d'hébergement, vous êtes sûr que c'est pas 200 €? C'est 300. Parce que moi, c'est 2. Ah bah du coup, ça dépend des villes, c'est ça? Parce qu'à Lyon, c'est 200. Alors, je veux bien que tu me donnes le contact à Lyon, parce que là, c'est dans les textes de loi, en fait, ces indemnités. Après, c'est 200, fais gaffe, c'est peut-être 200 net. Ouais, mais 130, nous, c'est aussi 130 net. Enfin, je sais pas, le 130, on a pareil, mais le 300, on a 200, donc je sais pas. C'est 300. Ok. C'est dans le texte de loi, c'est 300, et du coup, ça vaudrait le coup d'aller envoyer un petit email pour leur demander où sont passés ces 100 €. Ah, parce que moi, oui, j'ai ma fiche, et moi, j'ai 200 bruts. D'accord. Ok, et bah merci. Tu peux nous envoyer un petit email et puis on va s'en occuper. Du coup, je reviens sur le sujet des visites à domicile. Du coup, un interne qui serait en SASPAS ou autre a le droit de dire je refuse de faire des visites à domicile si on ne me donne pas de voiture pour y aller. Totalement, t'es pas assuré. Ok. Parce que typiquement, tu prends ta voiture, tu t'écrases une mamie là, juste qui faisait le passage piéton. Les frais hospitaliers, ça va être pour toi. Hein. Et puis tu peux être sûr que ton maître de stage il va dire bah, pas mon problème. Ou alors tu vas pas, et dans ce cas-là, c'est du temps de travail. Oui. Ok, donc on va avancer un petit peu. Ok. Donc ensuite, toujours sur cette 4e année, on a l'indemnité forfaitaire si vous avez un stage en zone ZIP. Donc c'est les zones d'intervention prioritaire, c'est des zones qui sont assez rares, enfin ça dépend des régions. Certaines régions, il y en a plus ou moins que d'autres. Il y a une nouvelle cartographie des ARS qui se fait tous les 3 ans, donc peut-être qu'ils les ont augmentés, je ne sais pas. Mais c'est une indemnité qui vaut 1 000 € brut. Et donc les indemnités de garde, on en parlait tout à l'heure, donc si on dépasse le quota de garde là, de service de garde normal, on passe sur tout ce qui est garde supplémentaire et demi-garde supplémentaire. Donc vous voyez, en semaine, le tarif des gardes, c'est environ 234 € et les demi-gardes, c'est 117 €. En week-end, c'est un petit peu plus, c'est 256 pour la garde et la demi-garde, c'est 128. Et donc, tout ce qui est garde supplémentaire, c'est tout ce qui est au-dessus du service de garde normal. Tout ce qui est demi-garde supplémentaire, pareil, mais pour les demi-gardes. Et donc, on passe au tarif finalement de week-end. Donc, vous voyez que c'est pas non plus mirobolant, mais c'est toujours 10-20 € pris par-ci par-là. Bon, bah, ça fait toujours ça de prix. Maintenant, si c'est l'argent qui vous intéresse, je vous conseille de faire des remplacements dès que vous pouvez, parce que c'est un petit peu plus efficace, si on peut dire. Je voulais aussi ajouter là-dessus, je ne l'aborde pas après, donc je vais l'aborder là. C'est quoi une demi-garde? C'est pareil, c'est un peu flou en fait. Une demi-garde, finalement, c'est une garde qui n'est pas complète. Une demi-garde, ça se termine quand? On ne sait pas. C'est allégal. Voilà. C'est pas précisé dans les textes de loi. Donc quand c'est pas illégal et que c'est pas légal, c'est allégal. C'est que c'est pas précisé dans la loi. Voilà, donc techniquement une demi-garde, on pourrait vous dire ça se finit à 22h, ok, ça se finit à 23, ok, ça se finit à minuit, ok, ça se finit à 1h du mat, ok. Il n'y a rien dans les textes de loi. Donc là, pour ça, on est vraiment sur du flou. Ensuite, les impôts. Vous allez y avoir droit. Donc au niveau des impôts, si vous cotisez à votre syndicat local, vous pouvez déduire les cotisations syndicales. Donc c'est les cases indiquées là, comme vous pouvez voir en haut sur le tableau. Et vous avez aussi une déduction des frais professionnels.
je voulais surtout attirer votre attention là-dessus. Sur votre impôt sur le revenu, en fait, vous avez deux façons de compter les frais professionnels. Vous avez un abattement forfaitaire de 10%, qui est par défaut. Et si vous considérez que finalement vos frais professionnels dépassent ces 10%, vous pouvez les déduire pour leur montant réel. Alors là, vous allez vous dire, oula, le montant réel, ça veut dire qu'il faut que je garde absolument tous les justificatifs, etc. Techniquement, oui. Maintenant, comme l'administration n'a pas forcément envie de, s'ils font des contrôles, d'avoir des tonnes de papier à contrôler, il y a souvent des forfaits. Vous avez par exemple, quand vous faites des distances, vous avez des forfaits kilométriques. Ça vous permet de dire, bah voilà, j'étais en stage ici, c'est à 40 km, 40 km par 5 chevaux fiscaux, par temps d'euros au kilomètre. Ça, c'est l'administration qui fixe, ça nous donne tant. Voilà, donc ça, c'est un forfait, ils sont OK avec ça. Ça vous évite d'avoir regardé tous vos petits tickets pour l'essence, pour les pneus que vous changez ou ce genre de choses. L'autre chose, c'est les repas, par exemple. Les repas, je crois que cette année, ça doit être 5,45 € par repas. Donc vous pouvez déduire 5,45 € par repas, en fait. Donc là, pour le coup, ça peut être vite intéressant si vous faites beaucoup de stages en ambulatoire, que vous n'avez pas de repas, parce que 5,45 €, si vous cuisinez à la maison, souvent on n'est pas à 5,45 €, donc ça peut être rentable. Ces histoires d'impôts aussi, c'est pour vous dire que dans le prochain numéro de l'Antidote, vous allez avoir des petits tips comme ça sur les impôts. Donc on vous conseille de bien le lire. Et est-ce que la venue au congrès, ça rentre dans les frais professionnels? Alors, j'ai la réponse si tu l'as pas. Le contenu d'Histoire IMG pour les internes étant gratuit, tu vas avoir du mal à le déduire de tes impôts. Maintenant, la venue en elle-même sur les frais de train, tu peux normalement le Tu peux déduire les transports, oui, tout à fait. Donc vous gagnez même de l'argent en venant ici. Ouais. Sachant qu'en fait, quand on dit frais professionnels, finalement, c'est tous les frais que vous considérez comme des frais professionnels, que vous pouvez justifier comme ça. Vous achetez un MacBook et vous dites, bah, votre MacBook, finalement, c'est pour votre thèse, et puis vous passez 50% du temps dessus à faire votre thèse, vous pouvez dire, bah, je l'ai payé, je ne sais pas, 1500 €, et bah, il y a 750 €, c'est des frais professionnels. C'est justifiable. À partir du moment où vous pouvez vraiment justifier quelque chose, vous pouvez le passer en frais professionnels. Après, voilà, il faut pas non plus vous acheter une Rolex, ça va être compliqué de le faire passer en frais pro, mais l'idée, elle est là, quoi. Et si tu es allé en visite à Pâtes et que tu as usé tes chaussures, et ben tu peux faire passer tes chaussures dans les frais pro. On t'écoute. Oui, j'avais une question du coup sur les repas, parce que du coup, même si on n'a pas de ticket, genre ce qu'on a acheté, on peut déduire les 5 €, parce que moi, on m'avait dit que je pouvais les déduire que si j'avais un justificatif, et que si je me faisais mes tupes, ça marchait pas. Non. Mais du coup, je peux, quand je suis en stage en ça se passe, si j'ai pas de repas, soit je mange ce que je ramène, ou je vais acheter au Carrefour du coin, je peux considérer que je retire 5 € à tous les jours où je suis en ça se passe. C'est un forfait, c'est ce que j'ai expliqué en fait. L'administration fiscale, elle considère que déjà elle n'a pas envie de se taper des tonnes de tickets si elle fait un contrôle. Et peut-être qu'à un moment, ils ont eu un éclair de lucidité, ils se sont dit les gens ils perdent leurs tickets, ils n'ont pas forcément l'idée de les garder, enfin voilà, c'est toujours compliqué. Donc ils ont instauré des forfaits, notamment donc, sur les repas, sur les indemnités kilométriques, ce genre de choses, où tu peux dire, bah voilà, moi j'ai mangé 5 jours par semaine pendant 6 mois, j'étais en stage, voilà, et c'est 5,45 €, c'est un forfait. Et là, tu n'as pas besoin de tickets pour dire j'ai payé tant en réalité, quoi. J'ai une deuxième question. Est-ce que les frais de scolarité, ça passe en frais pro? Tu peux. Tu avais des questions, non? Ok, donc on va avancer un petit peu. Les congés. Donc on a un peu abordé la question. Donc au niveau des congés, vous avez le droit à 30 jours ouvrables par an, de novembre à novembre, et vous pouvez poser maximum 24 jours en une seule fois. Alors là-dessus, j'attire votre attention sur le terme ouvrable. Ouvrable, ça veut dire quoi? C'est les jours où l'activité de l'entreprise est normale. Alors l'activité de l'entreprise, où les jours sont ouvrés.
peuvent être ouverts en tout cas, pardon. Pour une entreprise, c'est du lundi au samedi. Vous allez me dire, pour un hôpital, pas du lundi au samedi, d'accord. Mais dans la loi, ça sera quand même considéré du lundi au samedi, le dimanche étant pas vraiment un jour ouvrable. Et donc là-dessus, pourquoi on a 24 jours en une seule fois? C'est parce qu'en fait, si vous voulez poser vos 30 jours, vous ne pourrez pas. Parce que comme Manon l'a expliqué un petit peu avant, si vous posez un vendredi, il faut poser le samedi, parce que le samedi matin est considéré comme un jour ouvrable pour les internes, et donc il faut poser un jour de vacances là-dessus, ce qui fait que ça vous décompte en fait du nombre de jours que vous avez. Et c'est pour ça qu'on vous conseillait aussi de prendre plutôt un lundi si vous voulez faire un week-end de 3 jours. Et c'est pour ça qu'il y a 30 jours ouvrables, mais qu'il y a 30 jours de congé, mais que 5 semaines de vacances et pas 6. C'est parce que du coup, on travaille le samedi, donc c'est des semaines de 6 jours. Donc dès qu'on pose une semaine, on pose 6 jours et pas 5. Il y a une question. Est-ce que ce sera aussi des jours ouvrables pendant le DJ? Si je ne me trompe pas, les DJ de SPE ne sont pas en jour ouvrable. Très bonne question, j'y viens dans une diapo. Donc je vais juste parler de ça avant. Donc au niveau, c'est une nouveauté ça depuis 3 ans maintenant. Les journées que vous ne prenez pas, vous pouvez vous les faire payer. C'est-à-dire, donc c'est l'indemnité compensatrice, c'est-à-dire que, comme on a vu précédemment, vous avez le droit à 30 jours, vous pouvez poser 24 jours en une seule fois si vous le souhaitez. Si vous ne le faites pas, vous ne posez pas vos 30 jours et vous posez uniquement 25 jours au total, par exemple, et ben, les 5 jours que vous n'avez pas pris, vous pouvez vous les faire payer. C'est 70 € brut par jour non pris, dans la limite de 6 jours maximum. Ça veut dire que concrètement, il faut que vous posiez au moins 24 jours quand même. Vous ne pouvez pas poser 20 jours et dire « je vais me faire payer 6 jours ». Ça ne passera pas. Il faut poser 24 jours. Ça, c'est vraiment... par contre, ça, c'est clair. Et moi, ce que je conseille aussi, du coup, c'est d'avoir des justificatifs, c'est-à-dire de demander à vos dames en fin de stage, de dire bah, « vous pouvez me faire un relevé du nombre de jours que j'ai pris pour ensuite, en fin de deuxième semestre, enfin du semestre d'hiver en tout cas, d'été, pardon, aller demander à la dame du CH où vous êtes pour vous faire payer les journées. » Est-ce que la dame peut demander à l'interne un justificatif expliquant que le service ne lui a pas laissé la possibilité de poser tous ses jours? Enfin, la question est très orientée. J'ai eu un interne qui n'a pas posé tous ses jours et la dame n'a pas voulu lui payer si le chef des services de stage n'a pas fait un papier disant je sous-signais que j'ai interdit à l'interne de poser ses 30 jours sur l'année. Plusieurs problèmes dans ton truc. Je m'ai dit que la dame n'était pas problématique. Non mais déjà interdire de prendre ses jours, c'est n'importe quoi. Et en fait, un certificat c'est bizarre, mais là où c'est pour aller dans le sens de Rémi, en fait, il faut pour pouvoir toucher de l'argent, si t'as pas pris de vacances, il faut avoir posé au moins 24 jours. Donc il faut être si il a fait tellement de rétention de jours qu'il a posé moins de 24 jours, et il s'est fait avoir comme ça. Par exemple, si tu fais, c'est ce que Rémi disait, si tu prends que 20 jours de vacances et que du coup tu as 10 jours disponibles et que tu dis je me fais payer les 6, et non, même pas. Donc il faut vraiment poser vos semaines de vacances, parce que du coup poser au moins 4 semaines quoi, parce que sinon vous ferez jamais payer ce qui manque. Ah bah lui il était bien dans la limite, hein, mais la dame voulait un papier des services pour dire que le service a imposé à l'interne qu'il ne pouvait pas poser. Même sans papier, il aurait dû pouvoir être payé, demander un papier trop bizarre et on lui empêchait de poser ses gardes. Super. Comme quoi, les dames sont pas au courant de la loi. Là, techniquement, c'est des choses à faire remonter au-dessus, ARS, DGOS typiquement, en leur disant c'est pas normal, et parce qu'ils n'ont pas à demander ça. Hein. Vas-y, c'est pas grave, mais la prochaine question sera là-bas. Et du coup, c'est la dame du dernier CH où on est à la fin des 2 semestres? Parce que du coup, si on alterne entre 2 CH, ils peuvent pas se remballer la balle? Ouais, tout à fait. C'est la dame du dernier CH où tu étais, et si tu es passé en ambulatoire, c'est le CHU. Et donc il y a une question au bout. Ouais. Avance peut-être dans les diapos le temps que le micro se déplace, comme on n'a plus beaucoup de temps. Du coup, j'avance un tout petit peu. Au niveau des docteurs juniors,
Donc c'était la question que tu avais posée. Effectivement, en hospitalier, ils ne sont pas en jour ouvrable, ils sont en jour ouvré. Et on est sur le même régime, c'est-à-dire qu'on a le droit, enfin on aura le droit à 25 jours ouvrés par an. La différence entre jour ouvrable et jour ouvré, c'est que les jours ouvrables, je vous ai dit, c'est les activités normales d'une entreprise, donc techniquement du lundi au samedi. Et les jours ouvrés, en fait, c'est du lundi au vendredi, pour faire simple. Donc c'est pour ça qu'on n'a que 25 jours et pas 30 jours. Ça, finalement, on a la même traduction au nombre de jours. C'est encore une fois de novembre à novembre. Et comme vous pouvez le voir, on peut poser 31 jours en une seule fois. Vous voyez bien avec le type de personnes avec qui on deal sur ces années de docteur junior, qui sont capables de vous dire que vous avez le droit à 25 jours, mais vous pouvez en poser 31. On t'écoute. Du coup, moi, oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit ma collègue sur les jours à se faire payer si on ne les a pas posés. Moi, j'ai eu le même cas l'année dernière. J'avais posé que 4 semaines dans l'année parce qu'aux urgences, c'était compliqué. On ne pouvait pas tous prendre nos vacances. Et je m'étais dit, je me les ferais payer. Et les affaires maîtres de Dijon m'ont répondu que ça n'existait plus, ce truc. Et c'était uniquement si le chef de service refusait nos vacances qu'on pouvait se les faire payer. Et j'ai le mail... preuve à l'appui. Bah écoute, le mail, tu peux le transférer à ARS, DGOS, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, ça existe, c'est depuis 2003 qu'on peut se les faire payer, il n'y a vraiment aucune notion de c'est parce que les chefs, ils ont interdit que j'ai pas pu les prendre, je sais pas quoi. Si vous choisissez de prendre que 24 jours et de vous faire payer 6 jours, vous avez le droit. C'est comme ça, point barre, c'est dans la loi. Alors, comme c'est pas facile forcément d'envoyer un mail à la DGOS ou l'ARS, t'as une asso locale, t'as un syndicat local, la JMGB, tu peux en discuter avec eux et ils iront discuter avec la dame pour leur expliquer que c'est n'importe quoi. Et si la JMGB n'arrive pas à se faire entendre, en général, nous on rentre dans la danse. Et je ne sais pas s'il y a une limite pour se les faire payer. Si c'était il y a, je pense que c'est 1 an de mémoire. Pour le coup, je suis assez fou là-dessus. Je crois que c'est 1 an pour se les faire payer. Donc si c'était il y a plus d'1 an, on va voir ce qu'on peut faire. Si c'était il y a moins d'1 an, tu peux toujours les réclamer. Alors justement, en fait, moi j'avais trouvé 4 ans. Tu peux 4 ans, mais c'est sur justificatif, donc il faut les garder. Donc en fait, tu as un peu le temps pour te les faire payer, quoi. J'ai pas lu la dernière ligne de la diapo, merci. Voilà. Donc au niveau des docteurs juniors, on a aussi ce système d'indemnité compensatrice si vous ne prenez pas toutes les journées. Donc là, la limite, elle est de 5 jours et pas de 6. Encore une fois, c'est la traduction, c'est à peu près la même chose. Mais cette fois-ci, c'est 90 € brut par jour non pris. Donc c'est un petit peu mieux. Après, c'est à vous de voir si vous préférez avoir des vacances ou vous faire payer vos journées. Toujours sur ce qui est congé et absence, je voulais aborder les autorisations spéciales d'absence. On a souvent des demandes d'internes. Par exemple, mon grand-père est décédé, est-ce que j'ai le droit à une journée ou ce genre de choses. Réglementairement, il n'y a rien là-dedans pour les internes. Les autorisations spéciales d'absence qui existent un peu pour les praticiens hospitaliers sont toutes dans le code du travail, sont pour les travailleurs. Il existe, donc par contre là c'est vraiment borné. Donc par exemple pour un PACS, un mariage, vous avez le droit à 5 jours, vous avez le droit à 3 jours pour les décès de proches, donc c'est proches, on va dire premier degré, donc père, mère, enfant, conjoint, et 6 à 12 jours pour les gardes d'enfants malades. Donc on n'y a pas le droit. Maintenant il faut savoir qu'en fait souvent les dames pour le coup sont assez humaines. C'est bizarre de dire ça, mais ça arrive. Et quand vous faites votre email, vous leur dites, voilà ma situation, est-ce que je peux bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence? Et souvent, ça passe. Donc, on n'y a pas le droit, mais n'hésitez pas à demander parce que on y a souvent le droit malgré tout, en fait. Et pour répondre sur les histoires de grand-père, en général, c'est 1 jour. Ensuite, on a les disponibilités. Donc les disponibilités, ça c'est si... ça doit être justifié. Il peut y avoir la convenance personnelle. Donc là, convenance personnelle, comme vous voulez. Il y a on ne le fait pas trop en médecine générale. Tout ce qui est recherche d'intérêt général, ça c'est plus les spécialités hospitalières. Et après, il y a tout ce qui est problème familial. Faut savoir qu'en disponibilité, on n'est pas rémunéré, donc il faut prévoir ça. On n'est pas rémunéré, ça veut dire aussi qu'on n'a pas de couverture sociale potentiellement, donc il faut prévoir aussi tout ce qui va être couverture sociale.
C'est maximum 4 semestres et on peut le demander, pour des raisons d'organisation principalement, jusqu'à 2 mois avant le début du semestre. C'est assez codifié à ce niveau-là. Et ensuite vient le surnombre. Donc le surnombre, encore une fois, il doit être justifié. On ne peut pas demander un surnombre en stage pour n'importe quelle raison. Au niveau des surnombres, donc on a le surnombre pour handicap, pour activité syndicale. Donc ça, c'est surtout les présidents de syndics locaux. Pardon. On a l'adoption, tout ce qui est grossesse, maternité, on y reviendra après, congé paternité aussi, on y reviendra, et tout ce qui est maladie longue. Et donc là, je vous ai mis un astérisque sur les 4 derniers parce que ceux-là sont un peu particuliers, parce que au niveau des surnombres, on a les surnombres validants, les surnombres non validants. Si vous avez un surnombre non validant pour les 4 derniers, il est quand même compris dans l'ancienneté. Donc ça, c'est un peu particulier pour le choix des stages. Ce n'est pas le cas pour les 2 premiers. Donc là, l'idée du surnombre, c'est surtout de pas mettre les services en défaut, et donc vous avez une absence prévisible, vous demandez un surnombre. L'idée, elle est là. Il n'y a pas de limite, évidemment. Vous avez un handicap, potentiellement il ne va pas partir, donc il vous faut un surnombre pendant tout votre internat. Et donc, comme on l'a vu, ça peut être validant, non validant, on y reviendra un petit peu après aussi. Et là, normalement, on peut faire ça jusqu'au jour des choix. Pareil, au niveau de certaines subdivisions, certaines imposent que ce soit avant, je ne sais pas, le 31 janvier, le 31 juillet qu'il faut demander pour le stage d'après. Normalement, c'est jusqu'au jour du choix qu'on peut demander. Vas-y. Oui, c'était une question sur la diapo juste avant, les dispos. C'est quoi les critères est-ce que la fac doit justifier de pourquoi elle refuse une dispo si elle le refuse? Ils ne sont pas obligés de justifier. En général, ils justifient, mais il n'y a pas ils ne sont pas forcés de le justifier normalement. Okay. Souvent, les refus, c'est parce qu'il y a trop de demandes de disponibilité et que ça déséquilibre tout. Ça arrive très souvent, mais en général, ils les justifient. C'est comme les stages hors filière, etc. Malheureusement, voilà. Parfois, il y a les syndicats locaux justement qui siègent dans les commissions, qui peuvent donner leur avis et pouvoir vous défendre, mais ils n'ont qu'un avis consultatif et la décision finale ne leur revient pas. Et voilà. Et deuxième question sur les surnombres. Je pense que ça arrive partout, mais parfois on est embêté en MLG quand c'est sur les stages ambulatoires. Enfin, c'est plus compliqué. Enfin, un surnombre en ça se passe ou en niveau 1, en tout cas à Reims, ça n'existe pas. Néanmoins, notamment dans les contextes de grossesse, maternité, un surnombre validant, ça se justifie. Et parfois, on est embêté avec des internes qu'on impose un petit peu de faire un surnombre qui ne valide pas un stage pour leur maquette, du coup, parce que le stage est validant, mais s'il leur manque que leur ça se passe, ça ne sert à rien. Et pour ne pas mettre en difficulté les MSU, mais du coup, d'un point de vue légal, comment on se positionne là-dessus? Parce que techniquement, l'interne peut faire 4 mois, c'est juste que si elle est absente 2 mois, ça fait chez le MSU, et elle, il lui faut ça se passe ou son niveau 1 pour valider la phase, quoi. Et si c'est le dernier stage, elle ne peut pas inverser les deux. Là, tu touches à toute la difficulté des surnombres, effectivement, dans tout ce qui est ambulatoire, où c'est pas interdit, on y a le droit, et c'est souvent compliqué à faire passer. Donc là, c'est des batailles et des batailles, par contre. Et donc, on voulait aussi aborder ça, donc les invalidations, les stages en surnombre non validant ou les stages invalidés sont souvent invalidés pour une absence de plus de 2 mois. Ça, dans les textes, c'est assez clair. Au niveau des absences, vous êtes absent plus de 2 mois, il faut refaire le stage parce que c'est comme ça. Donc ça vaut pour les surnoms, mais aussi pour les arrêts maladie, du coup. Hein. Si vous êtes en arrêt maladie et que vous êtes peut-être 3 mois en arrêt maladie, ils vous invalideront votre stage. Pardon, je te laisse reprendre, c'était juste pour préciser ça. Donc bonne précision, et effectivement, on voulait aussi attirer en fait votre attention. Donc là, comme vous pouvez voir tout à gauche, vous validez votre stage parce que vous avez été absent, mais pas plus de 2 mois. Au milieu, vous avez été absent plus de 2 mois, ça passe pas. Et bizarrement, à droite, vous avez été absent plus de 2 mois, mais il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, votre absence en noir, par exemple, c'était un arrêt de travail, un arrêt maladie quelconque, et le reste, c'est des congés annuels.
Les congés annuels, ça ne compte pas comme une absence en stage en fait. Donc vous pouvez cumuler et dépasser ces 2 mois en fait. J'ai une question par rapport en fait aux absences. Est-ce que tout ce qui est jour de repos, comme on parlait tout à l'heure, le jour pour compenser par exemple une garde un dimanche ou quoi, est-ce que ça compte dans les absences et est-ce que du coup si on cumule ça peut arriver à 2 mois, plus de 2 mois? Je sais pas si j'ai été claire vu la tête de Rémi. Non. Tu veux dire les absences Les repos compensateurs, par exemple? Ouais. C'est pas compté, enfin non, c'est pas compté comme une absence. Non, non, tu as complètement droit. Oui, ça fait partie. On ne pourra pas te reprocher d'avoir pris ça. Ça fait partie du service, tout simplement, en fait. Donc, en fait, ça concerne vraiment surtout l'absence et les arrêts et les absences exceptionnelles, comme on parlait. C'est surtout ces 2 cas-là, quoi. Ok. Tout ce qui est congé annuel, repos. En fait, le congé annuel, c'est compris dans ton temps de travail, entre guillemets, donc c'est pas une absence de stage, quoi. Comme c'est le schéma tout à droite, c'est que mais si tu as fait 1 mois et 29 jours d'absence, et que tu peux quand même poser tes congés annuels. Et tu ne seras pas invalidé sur cette base-là. Non, parce que je pense à un interne en fait, qui a un arrêt de travail assez long, qui ne dépasse pas les 2 mois, mais avec tous ses repos compensateurs et tout, parce qu'il a pas mal de gardes, j'avais peur que ça dépasse. Normalement, c'est bon pour lui. Après, encore une fois, s'il y a un souci, tu peux voir avec ton syndicat local ou nous. Et puis voilà. C'est la présidente du syndicat. Oui, c'est moi aussi le syndicat. Ah mais je t'ai pas reconnu Noémie, je suis désolé. Mais t'as les cheveux attachés. Il y a une autre question de Reims. Derrière toi, Luc. Je suis désolée, j'ai beaucoup de questions. C'est mon premier congrès, j'en profite. C'est l'objectif de la FAQ. J'aimerais votre avis dans ce contexte-là. Ça va encore plus se poser avec la loi sur les 3 mois de stage pour la maternité, etc. La prochaine diapo. On en a parlé avec le DMG, mais ça se présente aussi pour ces cas-là, notamment sur des internes qui ont 2 mois d'arrêt et qui après prennent des congés. Souvent, quand c'est en ambulatoire, le DMG a une carte magique qui s'appelle l'invalidation pour critères pédagogiques, qui est très difficile à discuter en interne parce que c'est difficile de prouver ou de discuter avec eux de la validation pédagogique. Donc c'est vrai que défendre les internes, souvent en plus ça se pose quand c'est l'interne d'un membre du DMG. Hein, voilà. Donc c'est quoi votre position dans ces cas-là comment on fait? Comme je le disais pour les surnombres et les stages, enfin pas les surnombres, les stages hors subdivision, etc. Le DMG a un avis consultatif sur beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit, c'est effectivement leur carte magique. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Si Rémi, tu veux compléter, mais... Non, là malheureusement c'est un peu un trou dans la raquette si on peut dire. On ne peut rien faire là-dessus parce qu'effectivement s'ils considèrent que pédagogiquement tu n'as pas validé les acquis que tu auras dû acquérir pendant le stage, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire derrière, quoi. À noter juste, c'est pas le chef de service qui dit il n'a pas assez appris. C'est la personne référente de l'interne, le MSU, etc., a un avis consultatif pendant la commission de validation du semestre. Et il peut dire, selon moi, cet interne n'a pas assez appris. Mais si vous arrivez à justifier par miracle et dire si j'ai assez appris, vous pourrez. Voilà. Donc, quand vos chefs de service vous disent je vais vous invalider, ils n'ont qu'un avis consultatif. Donc si vous estimez que vous êtes dans votre bon droit et que vous arrivez à le justifier, vous pouvez aussi faire valoir ça, en fait. Ça, c'est une nuance à apporter. Mais malheureusement, si c'est le DMG qui dit raison pédagogique, il n'y a pas grand-chose à faire. Et comme tu l'as très bien souligné, on a eu un joli cadeau le 24 décembre 2025 sur les décrets parentalité.
puisque à partir de... c'est rentré en effet immédiat. Donc là, s'il y a des personnes qui sont en congé maternité, eh ben, elles peuvent faire que 3 mois. C'est pas besoin d'attendre le prochain semestre. Eh ben, on n'a plus besoin que de faire que 3 mois pour valider un stage. Dans le cas spécifique du surnombre parentalité. Et la possibilité du coup de faire 2 stages de surnombre consécutifs. Et du coup, c'est ce que tu dis un peu, c'est qu'on tombe un peu dans cet effet adverse de, eh ben, sur un an, tu peux faire 2 stages consécutifs en surnombre, ça fait que tu n'as fait que 6 mois de stage sur un an. C'est une de nos craintes pour le moment, comme c'est tout nouveau, on n'a pas de recul, hein, mais c'est une de nos craintes que les DMG utilisent beaucoup leur carte magique, comme tu disais, de pédagogie pour invalider. Donc même si c'est légal, il va quand même falloir faire attention. Mais en tout cas, c'est quand même pratique parce que du coup on n'a plus besoin de calculer. On avait vu passer sur tous les groupes d'internes quand tomber enceinte pour pas être invalidé, pouvoir économiser le maximum de semestres. L'avantage c'est qu'on n'est plus là-dedans et ça va permettre de faciliter les choses là-dessus. Mais effectivement il y a toujours une vigilance à avoir. Et à noter que ça passe ou pas ? Oui. Principalement, comme on le disait tout à l'heure, les congés annuels comptent pas dedans. Donc si tu fais 3 mois de stage, plus 2 mois de congés annuels, plus nous 10 jours de congés syndicaux quand tu es au syndicat, tu fais 2 mois de stage, je pense qu'ils vont commencer à tirer la tronche. Mais voilà, donc faut être vigilant là-dessus, mais tu as raison, c'est un truc. Je vois que l'heure tourne, est-ce qu'on a des questions ou pas ? Ouais, petite question sur nombre. J'ai une condition médicale particulière qui fait que je ne peux pas conduire plus de 15 minutes. L'ARS a refusé mon handicap pour demander un surnombre validant. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, déjà, si je veux une réponse précise et étayée, comme ça, là, à l'oral, c'est difficile. On a besoin d'un peu plus d'informations, notamment. Il avait donné des informations, je les ai volontairement pas dites. Oui, bien sûr, t'as bien fait. On a une adresse mail de l'ISNARIMG qui s'appelle contact@isnarimg@gmail.com. Et une fois que vous envoyez un mail là-dessus, comme ça c'est explicite un peu, nous on le reçoit principalement la team DDI, donc les 2 compères, et qui font une réponse, qui source au maximum. On est plusieurs à repasser dessus pour vérifier que c'est carré, que c'est sourcé, qu'on ne peut pas revenir dessus. Et après, on renvoie à l'interne. Donc ça prend un peu de temps pour avoir une réponse officielle et une réponse carrée. Mais voilà. Et nous, si on peut faire la réponse, on peut mettre l'ARS en copie, on peut mettre la DGOS en copie, on peut mettre le DMG en copie. Et comme ça, tout le monde voit la réponse carrée et voit que ce qu'ils font, c'est pas légal. Mais voilà. Si tu as une situation particulière, ça vaut le coup de la faire valoir. Et que l'ARS refuse des handicaps, c'est assez fou. Donc faut pas hésiter à nous contacter. Est-ce que il y avait d'autres questions sympas ? Je check. Bon, j'avance un petit peu alors. Du coup, nous, on a les guides parentalité qui ont été écrits en mai 2025, quand ça devait sortir, quand les décrets devaient sortir. Ils ont mis du temps à sortir, à cause de beaucoup de remaniements politiques. Et du coup, on va enfin pouvoir les sortir en janvier. Voilà, donc vous allez avoir accès à plein de choses. C'est très pratique, très pratico-pratique. Donc il ne faut pas hésiter à les feuilleter. Ça prend pas longtemps, ils sont très courts. Il y a des sommaires, mais ça vaut le coup de la feuilleter si vous êtes dans une situation particulière de parentalité. Situation particulière de parentalité, c'est pour dire si vous allez être parent, que vous allez adopter, que ce genre de choses. Voilà, faut pas hésiter. C'est assez simple à lire et puis je pense que ça apporte beaucoup d'informations notamment sur les droits et comment être parent interne. Est-ce que tu veux faire les droits remords ou je sais que tu as une gueulante à poser. Vas-y, je te laisse, ça fait plaisir. Merci. Les droits au remords. Donc, si jamais vous vous rendez compte que la médecine générale, c'est pas votre kiff, ça peut arriver, vous pouvez faire un droit au remords. Il y a quand même des limites à ça. C'est donc un dispositif qui permet de changer de spécialité, mais une seule fois au cours de l'internat. Donc c'est définitif et ça ne permet pas de changer de subdivision. Au niveau des limites, il faut être au plus tard dans le 2e semestre de la phase d'approfondissement. Donc ça veut dire 4e semestre. Et le rang de classement en fait, de la spécialité que vous visez, c'est une spécialité que vous auriez pu avoir. Alors pour les ECN, c'était assez simple. Pour les EDN, c'est à peu près pareil, où au final c'est dans le rang de classement de la catégorie, de la classe des spécialités que vous visez.
Donc il faut, par exemple, si vous êtes en médecine générale, vous voulez faire radiologie, et que vous aviez potentiellement le classement pour faire radiologie, vous pouvez aller en radiologie. Si vous ne l'aviez pas, vous ne pouvez pas demander un droit remords pour aller vers radiologie. Donc ça, ce n'est pas spécifique à la médecine générale, c'est pour toutes les spécialités. Donc des spécialités, les urgentistes par exemple peuvent venir en médecine générale, ce genre de choses. Ça se voit souvent. L'idée du droit au remords, et c'est ça surtout que je voulais aborder, c'est un recommencement complet d'internat, c'est-à-dire que vous êtes en 4e semestre, vous revenez à 0, donc vous êtes en 4e semestre, vous voulez faire urgence, vous repartez à 0 sur les urgences. À ceci près que parfois ils reprennent quelques stages. Par exemple, sur la phase socle en médecine générale, on fait un stage en urgence, un stage chez le praticien. Si vous faites un droit au remords vers les urgences, souvent ils reprennent votre stage aux urgences, parce que c'est le même stage que vous soyez en médecine générale ou aux urgences. L'idée là-dessus aussi, c'est que l'ancienneté est reprise en fonction du nombre de semestres pris. Donc, par exemple, vous êtes 4e semestre, vous allez aux urgences, ils ne reprennent qu'un seul semestre, vous serez à 2 semestres, entre guillemets, d'ancienneté. Par contre, au niveau du salaire, sur le semestre d'après, donc vous serez à 5 semestres. Ça, c'est important à savoir. Et je voulais aussi vous apporter une précision sur le droit au remords élargi, parce qu'on voit pas mal de choses passer. Le droit au remords élargi, en fait, c'est un abus de langage, c'est pas un droit, en fait. Ça n'existe pas. C'est juste, y a une personne qui, par exemple, était en radiologie et a fait un droit au remords ou a arrêté l'internat. Du coup, il y a un poste qui se libère. Vu qu'il y a un poste qui se libère, l'ARS considère qu'il y a un déséquilibre dans l'offre de soins, qu'il faut absolument un radiologue de plus, quoi qu'il en coûte. Et en gros, ils vont ouvrir, enfin, ils peuvent décider d'ouvrir en tout cas, parce que c'est pas automatique, ils peuvent décider d'ouvrir en fait le poste qui s'est libéré, un peu comme une appel d'offres à tous les internes. Et donc là, sur le droit au remords élargi, il n'y a plus ces notions de classement. C'est-à-dire que vous avez été, on va dire dans le cas, le pire cas, vous avez été le dernier aux ECN ou aux EDN, et il y a un poste qui s'ouvre en radiologie dans votre subdivision, et donc l'ARS transmet par tout moyen possible, c'est-à-dire les emails, enfin, sur leur site internet, comme quoi il y a un poste qui se libère et qu'il y a une procédure de droit au remords élargi qui est ouverte, vous pouvez postuler, et si vous êtes le seul postulant pour ce poste, globalement vous allez passer en radiologie. Si vous avez 2 ou 3 personnes qui postulent pour le même poste, là on a la notion de classement qui réapparaît quand même. Mais donc c'est pas un droit, c'est une exception. C'est une procédure, quoi. C'est une procédure, une exception, mais voilà. Une autre chose pour laquelle... Il nous reste 2 minutes, donc voilà, on fait très vite le droit des internes, vas-y, passe. Allez, donc le droit de grève, on en a fait pas mal l'an dernier, des grèves. Donc en gros, le droit de grève, c'est sur préavis uniquement. Vous ne pouvez pas vous déclarer en grève là, comme ça, parce que ça vous chante. Ça serait une grève sauvage. Je mets un bémol, l'ISNAR-IMG a toujours un préavis de grève illimité. Donc si vous le faites pour demain, ça passe. Mais dans un cas normal, ça passe pas. Donc la grève peut être limitée ou illimitée. Donc comme on vient de le voir, on a un préavis de grève illimité au niveau de l'ISNAR-IMG, et il y a quelques grèves qui sont interdites. J'en ai cité quelques-unes. Donc la grève sauvage, je l'ai citée. Une grève qui me fait bien rigoler dans le public, pas dans le privé, à ma connaissance, mais dans le public, la grève du zèle est interdite. C'est-à-dire, c'est quoi la grève du zèle? En gros, c'est quand vous vous appliquez tellement bien à faire votre travail que c'est tellement lent que ça avance pas. Donc voilà, donc techniquement dans le public, vous n'avez pas le droit de faire trop bien votre travail pour ralentir les choses. Et la grève tournante aussi est interdite. Donc la grève tournante, c'est quoi? Je te laisse la parole après. Techniquement, c'est dans un service, vous avez les IDE, les médecins, les aides-soignants. Et le lundi, c'est les médecins qui font grève, le mardi, c'est les IDE, le mercredi, c'est les aides-soignants. Ça, on n'a pas le droit. Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, du coup c'est pour ça que j'accélère un petit peu. Vous pouvez vous déclarer en grève à n'importe quel moment. Si vous commencez à travailler à 8h, vous pouvez vous déclarer en grève à 7h. La réglementation aux internes est comme ça. Donc voilà, vous pouvez vous déclarer 1 heure en grève pour être comptabilisé dans les chiffres des grévistes. Donc voilà, je laisse passer la diapo, comme ça j'accélère aussi sur... Petite question de grève. Enfin, vas-y. Comment est-ce que je réagis si mon chef de service me met la pression pour que je ne me mette pas en grève? On y vient.
Oui, on y vient, mais pour répondre rapidement, légalement, il n'a pas le droit et personne ne peut vous empêcher de vous mettre en grève. Après, malheureusement, on peut pas juger des répercussions qu'il veut vous infliger. Mais encore une fois, vous êtes protégé contre les répercussions. Donc voilà. Il y a toute mesure gardée, personne n'a le droit de vous empêcher de vous mettre en grève. Il faut savoir que ce genre de pression est illégal. Donc si vous avez des traces écrites, faites-vous plaisir. Dites-lui par mail que vous mettez en grève, comme ça vous verrez, vous garderez les preuves. Voilà. Au niveau de la grève, donc la grève, effectivement, ça fait perdre un peu de salaire parce que vous êtes payé pour le travail que vous faites. Donc quand vous êtes en grève, vous ne travaillez pas. Donc si vous êtes en grève une journée, c'est un 30e du salaire. Une heure, c'est un 169e du salaire. Et la prochaine diapo, du coup, pour les assignations, on a dépassé le temps, donc j'accélère un peu. On en discutait tout à l'heure, on a dit qu'on y reviendrait, mais du coup, il y a plusieurs choses. Il y a les assignations, déjà, qui sont le procédé le plus courant, mais il y a un ordre précis. Pour assigner un interne, et encore plus particulièrement un interne gréviste, il faut d'abord vérifier qu'il n'y a pas de senior volontaire, pas de senior disponible, après les internes non grévistes et après les internes grévistes. Donc même quand on assigne un interne garde, techniquement, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de senior volontaire, il ne faut pas qu'il y ait de senior non volontaire. Donc voilà. De la même manière, quand il y a vos internes qui vont mettre en grève et qu'on vous dit il va falloir compléter dans le stage, faut vérifier qu'il n'y ait pas de praticien senior volontaire, de praticien senior non volontaire. Et ça, l'assignation, c'est fait par l'établissement. Et le niveau au-dessus, c'est la réquisition. La réquisition, c'est en cas d'urgence, et c'est le préfet qui dit qu'il y a réquisition. Et là, c'est tout le tintouin, c'est la police qui vient vous chercher, etc., pour vous dire vous êtes en réquisition. C'est pas la réquisition, c'est un cas d'urgence. Si vous êtes en grève, il y a très peu de chances que ce soit que ce soit un cas d'urgence, surtout quand vous êtes interne. Pas grand-chose à ajouter. Donc voilà. Donc on a un peu speedrun la fin, désolé. Donc merci à tous d'être venus en tout cas à cette session de droit des internes. On espère qu'on a un peu répondu à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour ceux qui ont des places pour le gala, c'est rendez-vous ce soir à 20h en salle Chambertin. Et pour tous les autres, c'est rendez-vous demain matin à 9h pour une séance dans cet amphithéâtre pour parler du marché de la santé ou en salle Claude Vougeot pour parler sexe et prévention. Nous, on est joignable toute l'année pour toutes vos questions, donc sur contact@isnarimg.com. Vous pouvez aussi contacter vos syndicats locaux qui nous connaissent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir passé le goûter avec nous, on va laisser aller à l'apéro. Merci.